Madame, monsieur, bonsoir. Vous regardez la télévision Futur Média. Merci d'être avec nous. Tout de suite, direction Tivaouane. Dans la nuit de dimanche à lundi sera célébré le Gamou. La rédaction est sur place. Nous sommes en ligne avec Mame Biram Diouf. Mame Biram, bonsoir. Mame Biram Diouf, vous êtes en ligne. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, bonsoir Léa. Bonsoir Mame Biram. Le président de la République, Macky Sall, s'est rendu dans la ville sainte ce vendredi. Que peut-on retenir de la visite du chef de l'État ? Voilà, la cité religieuse qui continue de s'animer. Vous savez que donc il y a beaucoup de monde actuellement ici, des fidèles qui affluent. Et le chef de l'État également qui a sacrifié la tradition en se rendant dans cette ville sainte à 2 jours de cet événement, la célébration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Et à son arrivée, il s'est rendu directement au niveau du palais des hôtes où la résidence El Hadj Mansour Sy a été inaugurée, et cela pour mieux accueillir ces hôtes qui se rendent quotidiennement ou bien à chaque manifestation religieuse pour qu'elle puisse être entretenue donc de manière beaucoup plus efficiente. Et dans ce cadre-là, le chef de l'État, dans son discours, après dans une rencontre qui a réuni le gouvernement, le chef de l'État, des chefs religieux, également coutumiers et les populations de Tivaouane, il a sollicité des prières. Auparavant, il a présenté son ziar au porte-parole du Khalif de Tidjane, Al-Maktoum, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Alors donc le chef de l'État qui a sollicité des prières, mais également demandé aux guides religieux d'augmenter ces prières-là, surtout en faveur des jeunes, mais également dans l'éducation et la formation religieuse pour éviter que ce qui se passe ailleurs avec ces jeunes qu'on arrive à recruter souvent, à endoctriner, que ces jeunes-là, surtout les jeunes sénégalais, ne puissent pas rejoindre ces groupes djihadistes. Il a également rassuré le porte-parole du Khalif en lui déclarant qu'il va continuer les travaux de la grande mosquée de Tivaouane. Vous savez, cette infrastructure est à l'arrêt depuis quelques années maintenant. Et à son tour, le porte-parole du Khalif de Tidjane, Al-Amin, qui a également remercié le gouvernement des travaux engagés ici dans la ville sainte dans le cadre de ce programme spécial en faveur de la ville sainte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici et l'État également, à travers ses services déconcentrés, va continuer cela pour que cette ville réponde mieux donc à cette ville religieuse. Et c'est un programme qui va être élargi également au niveau des autres cités religieuses. Dans le cadre du programme, tout à l'heure va prendre fin le bourde et le chef de l'État, après la prière du vendredi aujourd'hui, demain, il va quitter la ville sainte. Mais il y a un programme, un vaste programme, il s'agit du symposium sur le thème « L'éthique et la citoyenneté, une exigence pour un développement global et durable » qui va être animé par des sommités, des conférenciers comme Abdoulaziz Kébé et d'autres islamologues. Et pour finir, Léa, on va vous donner tout de suite les chiffres annoncé tout à l'heure par le chef du service régional du commerce. Il s'agit de Serigne Diaw. C'était en face-à-face avec la presse. Il nous a montré donc ces denrées de consommation courante qui ont été saisies il y a une semaine maintenant et une opération qui se poursuit. 700 kilogrammes de denrées impropres à la consommation, soit 700 000 francs CFA. Mais il s'agit de produits périmés, de contrebande, contrefaçon également. Et à part ça, il y a également des fers. Vous le savez, il y a une nouvelle législation qui interdit certains fers d'être vendus au niveau des quincailleries et autres magasins. En somme, c'est tout. Et nous comptons revenir plus largement dans nos prochaines éditions sur ce qui se passe là, ici à Tivaouane. Merci beaucoup, Mame Biram Diouf. Vous êtes en direct de la ville sainte de Tivaouane avec une partie de la rédaction. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. L'actualité nationale marquée par la décision des autorités sénégalaises de donner la gestion des écoles Yavuz Selim à la fondation Maïf, proche du régime de Recep Tayyip Erdogan. En assemblée générale ce vendredi, les parents d'élèves ont exprimé leur colère et apporté leur soutien aux propriétaires accusés par le régime turc d'être des sympathisants de Fethullah Gülen. Ils ne comptent pas en rester là. Pour porter l'affaire devant la Cour suprême, un pôle d'avocats aurait été constitué. Plus de détails, c'est avec Aminata Mbaresso et Léane Yafouna. L'ambiance était tendue dans la salle de conférence où se réunissaient les parents d'élèves du groupe scolaire Yavuz Selim. Ces images
une petite illustration de leur désarroi depuis la publication de l'arrêté qui confie la gestion de l'école au groupe turc Maïf. Nous sommes complètement désemparés parce que nous, on a reçu des messages hier soir vers 21h comme quoi Yavuz Selim va fermer. Moi, ma fille qui fait la première S1 devait faire des devoirs ce matin. Imaginez-vous, elle n'a pas dormi presque toute la nuit. Alors moi, mon problème, c'est que je ne comprends pas dans quelle situation nous sommes. C'est inadmissible qu'un autre gouvernement puisse dicter à notre gouvernement une conduite à tenir. C'est une question de dignité et de souveraineté. Voilà. Si nous sommes un État de droit, un pays souverain, comment se fait-il qu'un autre pays fait des injonctions dans notre pays pour nous imposer de fermer une école privée? Je pense que le gouvernement devait attendre à la fin de l'année pour prendre certaines décisions. Mais au cours de l'année, maintenant, les enfants sont affectés sur le plan psychologique. Là, il y a beaucoup d'entre eux qui se demandent est-ce que les apprentissages vont continuer jusqu'à la fin de l'année? Est-ce qu'ils vont faire des examens? Yavuz Selim, un groupe scolaire privé réputé pour ses bons résultats scolaires, aujourd'hui condamné à confier ses activités à une autre fondation turque pour l'éducation. Ils ont trouvé une formule en créant une fondation qui s'appelle Maarif. Maarif, il n'a que 2 mois, c'est-à-dire que depuis 2 mois, 3 mois, il existe. Ils n'ont aucune expérience de l'éducation, ils n'ont aucune école. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas dirigé une école. Alors que nous sommes là il y a 20 ans. Une décision de l'État sénégalais sur demande du président turc Erdogan. Si jamais cette décision est mise en application, ça veut dire que l'État du Sénégal va renvoyer plus de 300 personnes de l'école. Et va augmenter les rangs du chômage qui grimpe. Donc actuellement, à l'école, il y a plus de 300 enseignants. Et des gens qui sont là depuis 1997. D'ici réception de la notification, Yavuz Selim se mobilise. Parents d'élèves, enseignants comme administration sont prêts à ester en justice si jamais le Sénégal mettait en application l'arrêté du ministère de l'Intérieur. Et on reste avec cette décision du gouvernement sénégalais de transférer la gestion des écoles Yavuz Selim à la fondation Maïf. De nombreux élèves et professeurs se disent inquiets. Au micro de la rédaction, ils ont fait part de leurs préoccupations, leurs réactions dans ce reportage signé Aïssatou Paye et Léa Niafouna. Désorientés, visage peint de tristesse, les émotions prennent le dessus. Chez les élèves de Yavuz Selim, un seul cri de guerre, touche pas à mon école. L'année scolaire et tout, on nous donne d'autres professeurs. Ça va nous déstabiliser. On ne peut pas faire ça. C'est pas pour nous tout ça. On ne peut pas, on est opprimés. C'est une déception parce qu'en réalité c'est une décision qui n'a pas été prise au bon moment. Parce que si on attend jusqu'au fin du trimestre pour prendre une telle décision, ça désarticule le système au fait. À participer à la formation de notre vie, sur le plan culturel, sur le plan religieux. Vraiment, Yavuz Selim, je ne saurais les remercier. Le sort réservé à leurs professeurs, une fois en Turquie, parmi leurs préoccupations. Aux Turcs qui étaient là, ceux qui ont fait de Yavuz Selim ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir eux? Parce que j'ai entendu dire, selon les rumeurs, que Erdogan, il y a eu des professeurs qu'il a mis en prison, demande de rentrer. C'est sûr que Erdogan fera tout pour les mettre en prison. Alors qu'on a vu des enfants naître ici au Sénégal, des enfants turcs naître ici. On a eu à tisser des liens avec les Turcs. S'ils retournent là-bas et qu'on les enferme, c'est inhumain. À ces inquiétudes s'ajoutent aussi beaucoup d'interrogations. Si on nous enlève ces Turcs-là et qu'on nous amène d'autres Turcs, quels seront les résultats qu'on va observer pour les examens de cette année? Verra-t-on sur le podium du concours général à notre place cette année? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on a un avenir, nous? La question est là. C'est ce qu'on vous demande. Ah mais oui. That sound good, non, diront les élèves. Cette fois-ci, ça sent plutôt le roussi, même si ce slogan « Let's hope for the best » orne les murs du collège. La réaction à présent du ministre de l'Éducation nationale, Serine Baïtiam, assure que les élèves et les professeurs des écoles Yavuz Selim n'ont pas de crainte à avoir. Serine Baïtiam s'exprimait à l'Assemblée nationale à l'occasion du vote du budget du ministre de l'Éducation nationale. Celui-ci est arrêté à plus de 402 milliards de francs CFA, soit une hausse de 6,87% en valeur relative, suivant ce reportage d'Adi Atala et Mardian.
Beshkent Ejetim, chargé de la gestion du complexe Yavuz Selim, plie bagage. Ainsi en a décidé l'État du Sénégal qui a signé l'arrêté. La demande avait été faite par l'État turc qui soupçonne le groupe de contribuer à la déstabilisation du régime Erdogan. L'État du Sénégal a-t-il subi la pression? Hier, le 7 novembre, le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté qui a abrogé l'arrêté d'autorisation de 98 qui permettait à Beshkent Ejetim d'opérer sur le territoire national, donc ne peut pas mener une activité de gestion et de déclarant responsable de ces écoles. Le gouvernement turc a créé une fondation qui s'appelle Fondation Marif pour s'occuper de l'éducation au niveau international. Donc, c'est cette fondation qui reprend les écoles. Et ce sera sur la base d'un accord avec le gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal ne fonctionne pas sous la pression. C'est de façon souveraine et après plusieurs séances de discussion que cette décision a été prise. Sur l'avenir des pensionnaires, du personnel et du programme de Yavuz Selim, Serigne Mbaye Thiam rassure. Je voudrais rassurer les élèves et les parents d'élèves pour leur dire que ce changement de gestion ne se fait pas du jour au lendemain. Des arrangements et une période transitoire seront observés pour que le droit à l'éducation des enfants soit préservé. Continuité des enseignements-apprentissages, enseignement de qualité, personnel sénégalais qui continue à être employé. L'arrêté du retrait de la gestion de Yavuz Selim à Beshkent Ejetim signé. Quels ont été les termes du contrat de la rupture? Quel va être le sort du personnel turc? Va-t-il être contraint à retourner en Turquie et livré à Erdogan? Autant de questions qui méritent des éclairages. L'actualité de ce vendredi marquée également par l'ouverture de la 9e assemblée consultative des parlementaires sur la Cour pénale internationale et l'état de droit. La rencontre se poursuit demain, samedi. Elle regroupe plus de 120 parlementaires issus de 50 pays ainsi que des responsables de la Cour pénale internationale. Au cœur des débats, la lutte contre l'impunité, les crimes, les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les agressions. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Moustapha Niasse, a présidé la cérémonie d'ouverture. Retour sur celle-ci, et c'est avec Souleymane Touré et Ababacar Camara. Plus de 120 parlementaires venant de 50 pays et des représentants de la CPI se penchent sur les principaux défis liés à la justice, des initiatives parlementaires pour lutter contre l'impunité. L'Assemblée qui est consacrée au soutien à la Cour pénale internationale, à ses missions et à ses actions. La CPI, forte de ses 14 années d'existence, est aujourd'hui plus que jamais décriée par certains pour sa démarche sélective, disent-ils. D'ailleurs, des pays ont annoncé le retrait de cette Cour pénale internationale. Le problème, malheureusement, c'est un gouvernement. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Certains chefs d'État africains ne s'inscrivent pas dans la bonne gouvernance. Aujourd'hui, ils doivent renforcer cette cour. La CPI n'est pas là pour remplacer nos juridictions domestiques, mais plutôt renforcer l'état de droit dans nos pays. Parce que l'eau est affaire avec ces pays. Discutons avec les pays concernés. Parlons avec eux. Échangeons avec eux pour leur faire comprendre que la Cour n'est pas une menace pour les honnêtes citoyens. La Cour ne peut pas être une menace pour les dirigeants qui respectent le droit et la loi. Donc il faut protéger la Cour. Le cas de la Gambie refait surface. Mais Madame le procureur général de la CPI n'a pas voulu se prononcer sur son pays et sur le sort de Yaya Jammeh. La rencontre de Dakar, une occasion de remettre un prix de récompense à ceux qui, par leur attachement et engagement, ont contribué à la protection des droits de l'homme et au renforcement des pratiques démocratiques.
Célébration ce vendredi de la journée internationale de lutte contre la corruption. La présidente de l'OFNAC était ce matin à l'école supérieure polytechnique de Dakar. L'occasion pour Seynabou Ndiaye Diakhaté de sensibiliser les étudiants sur les dangers de la corruption. Elle a également annoncé la publication d'une étude en collaboration, en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. Al-Hassan Ba et Mohamed Dian. Première cible, les étudiants à venir de demain. L'OFNAC mise sur la sensibilisation pour mieux lutter contre ce fléau. Vous savez que la jeunesse, c'est l'espoir de demain. La jeunesse, c'est les décideurs de demain. Et on a pensé qu'au niveau de l'université, il y avait une bonne cible. Les étudiants, les enseignants aussi, puisque la corruption, on le rencontre à tous les niveaux. Et on connaît les méfaits de la corruption sur l'économie, sur le social, le politique, ainsi de suite. Surtout nous, la jeunesse du Sénégal. C'est avec la jeunesse que l'espoir se fonde, c'est avec la jeunesse que le développement aussi peut se baser. C'est avec la jeunesse qu'on peut croire qu'on aura quand même le développement. Donc cette journée, c'est une journée exceptionnelle qui intéresse tout un chacun. Un forum est organisé à l'occasion de la célébration de cette journée internationale. Bonne gouvernance, gage de qualité, cas du secteur BTP. On sait tous que l'Afrique est un grand chantier. Et pour atteindre le haut niveau, par exemple, rivaliser avec l'Europe, les Amériques et tout, il faut avoir des infrastructures. Et c'est nous les jeunes, qui doivent assurer ce rôle-là, construire et bien, mener à bien les contrôles et tout. Parce que sinon, si les bâtiments qu'on voit là ne se font pas dans les règles de l'art, tôt ou tard ça va se répercuter sur la vie des personnes. C'est à travers les étudiants qu'on voit tout. Donc la corruption, c'est quelque chose qui n'avance pas un pays. Parce que, et surtout ici au Sénégal, on le voit en pagaille. Hein. C'est trop nombreux ici au Sénégal. Et c'est là où se constitue le blocage, l'obstacle qui bloque le développement du Sénégal. Perception de la corruption au Sénégal. Il y a une étude qui est en cours, qui a été lancée par l'OFNAC, qui concerne le coût et la perception de la corruption dans notre pays. Je pense que dans un avenir proche, cette étude sera validée et les résultats publiés. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption fait dans la prévention. Le thème de cette année est tous unis contre la corruption pour un développement durable. On parle de toute autre chose avec cette information selon laquelle l'imam de la mosquée Ibadou de Koloban a échappé au lynchage ce vendredi. Après la prière, il aurait eu l'imprudence de dire que le gamou est une innovation et que ceux qui le célèbrent sont voués à l'enfer. Suffisant pour que les fidèles de la mosquée se déchaînent sur lui. Il a dû son salut à la prompte intervention, réaction de la police qui a usé de grenades lacrymogènes pour disperser les foules. Un mot de sport avec la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Les Lions du Sénégal prêts à se surpasser. L'objectif, remporter cette coupe. Selon Ibrahima Chitandiaye, manager de l'équipe nationale de beach soccer, la délégation sénégalaise a reçu ce matin le drapeau national des mains du ministre des Sports. Retour là-dessus avec Mamadou Fall et Mohamed Sodian. Les Lions du beach soccer ont reçu le drapeau national des mains du ministre des Sports. La bande à Chitandiaye va défendre les couleurs du Sénégal au Nigeria. Le manager des Lions du beach soccer estime qu'ils sont davantage motivés pour ramener la coupe au Sénégal. C'est un honneur, le fait quand même de recevoir au moins le drapeau national, ce qui veut dire qu'au moins il y a une attention particulière des autorités à l'endroit de cette équipe-là. Ce qu'on va faire, c'est d'abord se qualifier pour le premier tour et ensuite se qualifier pour la Coupe du Monde et gagner le trophée. C'est notre objectif. Chose possible puisque la délégation sénégalaise sera mise dans d'excellentes conditions selon le ministre des Sports. Je félicite le président de la fédération et l'ensemble du comité exécutif. Il faut le reconnaître, ils ont mis beaucoup de moyens pour accompagner le beach soccer. Dire c'est que le plus cher et le plus difficile, c'est le transport international. Et nous avons été toujours là pour les accompagner, pour que le transport international soit bien assuré. Les Lions quittent Dakar demain, destination Lagos qui abrite la CAN du 13 au 18 décembre. Le Sénégal est logé dans la poule du Maroc, du Madagascar et de la Libye.
Chaque vendredi, la rédaction vous propose de suivre la chronique du JT. Ce soir, elle s'intéresse au changement de régime en Gambie avec l'élection du businessman, de l'homme d'affaires et opposant au régime de Yahya Jammeh, Adama Barrow. La chronique du JT, c'est tout de suite, elle est signée Papis Diao. S'il fallait sauver le soldat Ryan, il n'en est pas de même pour le soldat Jammeh. L'ex-homme fort de Banjul, diabolisé pour avoir incarné la terreur et la répression à ses opposants et à son propre peuple, s'est vu dessaisi du pouvoir par la voie démocratique. Une très belle surprise, un peu surréaliste sur les bords. Il en résulte alors un sentiment partagé de libération, aussi bien pour les Gambiens que pour la communauté internationale. Ce petit pays, géographiquement et démographiquement, avec juste 2 millions d'habitants, a basculé dans une jeune et nouvelle démocratie. Ce qui était un rêve pour ce peuple est devenu une réalité. Les rapports de force ont spectaculairement changé, inversé. Aujourd'hui, le superpuissant président est devenu l'homme faible du peuple, à la merci de celui-ci qui détient par ailleurs son droit de vie et de mort. Dans un pays où la peine de mort reste toujours en vigueur. 22 ans de règne sans partage se referment, mais ouvrent en même temps une large fenêtre d'interrogation sur la suite à donner à l'avenir de l'encombrant ex-président. 2 principes entourent cette interrogation, la vengeance ou le pardon. Il est vrai que le nouvel homme fort, Adama Barrow, a pour le moment neutralisé toute velléité expéditive ou accélération d'une vengeance impitoyable contre le dictateur. Il apparaît cependant qu'il y a une grosse nuance dans ses propos. En déclarant sur les ondes de RFI que désormais la justice sera pour tous les fils de la Gambie, Barrow ne ferme réellement aucune porte. Donc le pardon pour ce qui est pardonnable et la justice pour ce qui est justiciable. Cette sortie sonne comme une stratégie d'une volonté de pacifier la transition, un souci d'organiser dans la sérénité tout le processus de la passation. Alors, ce drapeau blanc brandi par le nouveau homme fort peut avoir une valeur pédagogique. La liesse populaire qui a accompagné sa victoire lui confère un solide état de grâce qui facilite le contrôle de la situation. Mais à côté, on se pose la question morale de savoir s'il faut effacer 22 ans de dictature, 22 ans de privation des libertés fondamentales, 22 ans d'oppression et de répression. Le peuple gambien appréciera. Toutefois, tous les dictateurs ont rarement échappé à leur propre justice. Merci à Papis Diao pour la chronique du JT. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de la rédaction, c'est à 0h avec le tout en images. Je vous souhaite de passer un excellent début de week-end et vous donne rendez-vous demain à 20h pour le journal. Très bonne soirée à vous.